Bonjour, bonjour, un immense bonjour à tous. Je m'appelle PPC, j'ai le grand plaisir, l'honneur, la grande joie d'animer cette émission live interactive et conversationnelle, ce meet-up, ce premier meet-up avec les Changemakers que l'on organise avec freelance.com. Vous le savez, le monde autour de nous change vite, très très vite. Dans ce monde où les repères bougent en permanence, où les modèles d'affaires et les modèles sociétaux sont chamboulés, il existe des hommes et des femmes qui sont à la manœuvre, qui innovent, qui transforment et qui mettent en œuvre les solutions d'un genre nouveau en matière de transformation du travail, en matière de transformation numérique, en matière de transformation environnementale aussi. On les appelle les Changemakers. Ces femmes et ces hommes pilotent, donnent le cap, œuvrent au quotidien pour inventer et mettre en place les réponses concrètes pour un monde qu'ils souhaitent meilleur, vraiment meilleur. Avec freelance.com, le plus grand réseau en France de freelance, de start-up, de PME, du numérique, qui accompagne les grandes entreprises dans leur transformation, on a eu envie de mettre en avant ces Changemakers. Nous les avons donc réunis pour échanger en direct avec vous tous, tout simplement, en mode meet-up. Bienvenue dans le meet-up des Changemakers avec freelance.com. Pour vous qui nous rejoignez sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, soyez les bienvenus. Cette émission est interactive, dynamique, grâce à votre énergie, à vos partages sur les réseaux sociaux et surtout à vos commentaires et à vos questions pour nos invités. Le thème de ce premier meet-up des Changemakers, la tech for good pour les grandes entreprises, la tech for good au sein des grandes entreprises. Et la grande question que nous allons nous poser tous ensemble, et on vous donnera des réponses, c'est comment mettre la tech au service de l'impact positif que peuvent et doivent avoir les grandes organisations. Pour échanger tous ensemble sur ce thème de la tech for good, pour y voir plus clair et bien comprendre les enjeux, les bonnes ou les mauvaises pratiques, des entreprises, mais aussi pour mieux en dessiner les perspectives à venir, 4 Changemakers sont à mes côtés aujourd'hui. Angélique Gérard, elle est directrice de la relation client du groupe Iliad, elle est avec nous. Anne Lalou, c'est le directeur général de la Web School Factory. Nicolas Chaban, c'est le fondateur de C'est qui le patron? Vous savez, la marque du consommateur. Et enfin, last but not least, Antoine Denoy, le CEO de AXA Climate. Ça fait plaisir de vous avoir tous les quatre. Bonjour à tous les quatre. Pour démarrer du bon pied, je vais vous demander de vous prêter à un petit challenge. Je vais vous demander de nous partager votre punchline pour décrire ce que représente pour vous la tech for good pour les grandes entreprises. Alors, une punchline, on rappelle, c'est court, c'est intense et c'est très inspirant aussi. On démarre cette séquence avec Angélique Gérard. Et oui, c'est cadeau. Angélique, c'est à toi de jouer. C'est quoi ta punchline par rapport à la tech for good pour les entreprises? Alors, ma punchline, c'est au-delà des lois et des règlements, la tech for good, c'est avant tout une prise de conscience pour un monde meilleur et plus humaniste. Bah, bravo, merci. Je crois que tu as mis la barre très très haut pour les autres participants. On va continuer avec Anne Lalou, directeur général de la Web School Factory. Anne, ta punchline à propos de la tech for good pour les entreprises? Eh ben, c'est le good qui m'intéresse. Ouais. Parce que la tech, c'est un moyen aussi puissant que la tech, il doit être au service du bien commun. Et puis, good, parce qu'il va falloir vraiment réconcilier pollution numérique et impact. Ok, nickel, c'est très bien. Tu nous ouvres quand même des champs des possibles assez incroyables, je trouve, avec ça. On en reparlera tout à l'heure. C'est maintenant au tour de Nicolas Chaban. Nicolas, ta punchline à propos de la tech for good, on y va. On va dire la vérité parce qu'on dit tout. Hein, hier, c'est vrai qu'on nous a dit qu'est-ce que ça serait la punchline. Alors, je savais à peine ce que ça voulait dire. Non, on n'a pas de punchline chez C'est qui le patron. On a fait des choses un peu spontanées, naturelles, mais je me suis arraché pour essayer de trouver un truc. Là, c'est très gentil, ça. C'est sympa, merci. Alors, je dirais que de la tech, mais pas en toc. De la tech, mais pas en toc. Bien vu, j'aime bien, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est pas mal. Merci, Angélique. Merci, on peut dire merci. Ouais, alors ça met une sacrée pression à Antoine. On a trouvé le marketeur du groupe. Il y a un marketeur, on va pas le lâcher là.
On va s'en occuper. Antoine, en tant que CEO d'AXA Climate, ta punchline à propos de la Tech for Good, c'est Moi, quoi, j'ai toi? tout oublié. J'ai oublié la tech, j'ai oublié le good et je suis revenu à l'individu. Ouais. Et un conseil que je donnerais à chacun, c'est de trouver sa source d'énergie et de suivre le mouvement. Parce que pour moi, ça part d'abord de chacun d'entre nous et de ce qui nous fait bouger. Et puis après, le good suit naturellement. Après, le good suit naturellement. Ben, c'est pas mal. Merci à tous les cas, parce que l'exercice n'est pas facile et vous y avez vraiment réussi. Je pense, je vous demande à tous qui êtes présents dans ce live, dans vos commentaires, de voter. Qui c'est le champion qui c'est le champion de la punchline et après cette séquence sur la punchline, après ces punchlines, je vous propose maintenant qu'on rentre plus en détail dans le vif du sujet, d'échanger avec nos invités et avec vous tous sur les enjeux qui se cachent, selon vous, derrière la Tech for Good pour les entreprises. Qu'est-ce qui est en jeu principalement pour chacun d'entre vous lorsqu'on parle de Tech for Good, vu de ce côté des grandes entreprises, ces grands enjeux? On va commencer par Antoine. Vous voyez ça comment chez toi, chez AXA Climate? Bon, on voit ça très bien. Super, merci Antoine. On voit ça très bien. Non, en fait, je pense que ce qui se joue au niveau d'une grande entreprise, c'est l'engagement. Ouais. C'est fondamentalement, nous, chez AXA, on est assureur. Donc la grande question pour nous vis-à-vis de cette transition environnementale, c'est quoi l'engagement d'un assureur? Et donc ça, c'était l'idée de départ qui m'a amené avec quelques autres camarades à fonder AXA Climate il y a 3 ans. On est 100 collaborateurs maintenant, on a bien grandi. Et en fait, c'est là où moi, je suis très positif sur le sujet parce que je trouve que ça libère de l'énergie de penser ambitieux et de penser au bien et à l'engagement. C'est que ça lâche la bride en innovation. Et donc, en 3 ans de parcours, le fait d'être attaché à cette idée d'avoir un impact positif, engagé sur ce sujet de la transition environnementale, nous a amené à sortir de l'assurance. Et en étant AXA, de lancer un business de formation, parce qu'on s'est dit, en fait, les gens dans les entreprises, les collaborateurs ont besoin de comprendre le climat, la biodiversité, à lancer un business d'alerting en temps réel, 24 heures, jour et nuit, pour aider les entreprises à réagir à la météo. Et donc, ça a lâché la bride à l'innovation. Et la petite anecdote que j'ai, parce que moi, je suis un petit gars du digital, voilà, je viens de la transformation digitale. Moi, ce qui me manquait dans cette transformation digitale, que ce soit dans la start-up ou le grand groupe que j'ai connu les 2 environnements, c'est le sens, en fait. C'est une espèce de connexion à l'énergie. Et je trouve que la transition environnementale rajoute un supplément d'âme à cette transformation qui était digitale, qui était excitante, mais finalement, qui manquait probablement de ce qui fait bouger les gens et de ce qui fait bouger là en bas du ventre. Et donc, le fait de me raccrocher à l'environnement, j'ai gardé ma fougue, j'ai gardé mon envie d'innovation, mais je l'ai mis au service de quelque chose de plus grand. Et fondamentalement, ça a fait que, en fait, naturellement, l'impact est plus important parce qu'on se raccroche à quelque chose de plus haut. Super. Hyper conceptuel, très peu concret. Ouais. Voilà. J'espère que tu auras l'occasion de me réinterviewer. T'inquiète pas, tu verras. On va voir. Merci. On fait des choses concrètes aussi. C'est vrai, ça nous rassure. On va en parler tout à l'heure. On va rentrer on paye en quelques heures. Ne t'inquiète pas. Tout à l'heure, tu verras. Ne t'inquiète pas. J'aimerais poser maintenant la question de ce qui est en jeu. Anne Lalou. Anne, c'est quoi les enjeux, selon toi, pour les grandes entreprises quand on parle de Tech for Good? La directrice d'école va d'abord parler de la formation. Comment j'upskill, comment je reskill, comment je permets aux gens d'effectivement être adaptés. Et je crois que la tech peut beaucoup aider dans la personnalisation, dans tout ce qu'on peut faire pour accompagner ces parcours, les rendre plus engageants. Moi, je crois que ça peut aussi, il y a tout l'enjeu de la santé et du bien-être. Je crois qu'on va le vivre post-Covid encore plus. Comment est-ce que la tech peut permettre de s'adapter, de faire évoluer les organisations? Moi, je peux vous dire que mes étudiants qui ont découvert le monde du travail en alternance pendant le Covid et qui n'ont donc jamais été au travail, ils ont plein de choses à dire et ils pensent plein de choses sur comment ça devrait changer. Et le dernier sujet, parce que je ne peux pas ne pas le citer, et que c'est un enjeu qui est tellement là, et donc c'est l'enjeu d'Antoine, c'est le climat. Et c'est comment est-ce qu'on peut mobiliser la tech pour s'offrir une société meilleure et offrir surtout à nos enfants une société meilleure. Donc, de grands enjeux pour nous tous, et puis aussi dans les entreprises, pour les collaborateurs, c'est aussi la planète, hein, donc c'est très clair. Même question pour Angélique, les grands enjeux, selon toi, de la Tech for Good pour les entreprises. De ton point de vue, qu'est-ce que tu en penses personnellement? Alors, j'aimerais peut-être le prendre sous un autre prisme, parce que je pense en fait qu'il ne va pas être content. Tu fais ce que tu veux. Mais je suis en direct, vous voilà. Tu as dit, il faut être naturel. Nicolas était naturel, donc moi, je suis. Il n'a pas tout donné encore. Non, il n'a peut-être pas tout donné, mais voilà, je demande à voir aussi, je découvre. Non, je crois ce qui est important aussi, c'est que ce soit réellement incarné. Donc vraiment l'incarnation qui vient du haut avec des vraies convictions vissées au corps
qu'il n'y ait pas toute cette couche de marketing que l'on peut avoir parfois, parce qu'on voit aussi des entreprises marketées, donc surfer sur ces tendances tech for good. Donc, je crois que c'est déjà ça, l'incarnation, l'alignement sur l'ensemble de la société, du dirigeant jusqu'à tous les salariés. Donc, nous, on essaye, notamment dans les entreprises que j'accompagne, voilà, d'être aligné sur des valeurs, d'être solidaire. C'est une valeur importante pour nous. Et puis, si tu veux, nous, on est quand même dans le déploiement de la 5G. Donc, qui est une technologie éco-performante. Est-ce qu'on peut ouvrir le débat? Alors, non, je taquine. Non, mais on va discuter. Non, mais c'est pas grave, je vais me la jouer comme sur les plateaux télé. Je vais te dire, je n'ai pas terminé. Voilà, je vois ça souvent sur les plateaux, donc je me dis ça marche, pardon. Ça marche comme Et donc, non, mais pour regarder une vidéo 5G, en 5G, ça va permettre de regarder 10 fois plus vite. Donc, en fait, la 5G permet de consommer moins d'énergie. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un débat sur la 5G. Il peut y avoir aussi un débat sur le renouvellement du parc de smartphones. C'est tous du 3G, 4G. On a quand même en France, on est assez pauvre en termes de recyclage. Il y a 10% en fait des terminaux qui sont recyclés en France. C'est bien peu. Donc, on voit qu'il y a encore une marge de manœuvre assez importante. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis, tu le sais, moi, je fais des investissements et j'aime investir dans des entreprises, effectivement, qui ont des convictions et qui veulent changer quelque chose. Pas forcément, c'est pas changer un modèle comme on a pu changer des modèles, disrupter des entreprises il y a 15-20 ans, mais vraiment apporter quelque chose à la société. Et donc, du coup, je suis très axée agritech depuis quelques années. Ça, je sais que c'est un peu ta passion. Hein. Là, il y a un vrai point commun entre deux invités. C'est vrai. Un très bon intervieweur va composer avec cette Bien sûr, merci. Antoine, je pense qu'il est en train de me chahuter. Ouais. C'est terrible. C'est terrible. En fait, en plus, c'est moi qui ai les commandes, donc je peux couper toutes les caméras. C'est super. Merci beaucoup, Angélique. On va passer maintenant à Nicolas. Nicolas, qu'est-ce qui est en jeu principalement, selon toi, quand on parle de tech for good pour les entreprises? Mais ça comment c'est qui le patron? Alors, toujours un peu naïvement, à l'échelle de... Pas naïvement. Après, on a l'impression qu'on fait une posture et qu'on n'arrête pas de dire ça. Mais je vous assure que c'est vrai. On se pose pas des questions de ce type. En réalité, on n'a pas de perspective. On n'a pas une culture, en fait, de repères qui organisaient les choses, notamment en mettant en perspective sur la tech. Il y a personne chez nous qui réfléchit comme ça. Et c'est toi qui as dit hier, je savais pas quoi dire moi sur la tech. C'est vrai, c'est assez étonnant. Hein. Ouais. C'est aussi une part de vérité d'être aussi maladroit à répondre, mais au moins c'est la vérité de ce qu'on ressent. Mais tu m'as mis sur une vraie piste, le questionnaire. Ouais. Ça pourrait être un truc hyper simple. Mais quand est apparu il y a 5 ans un questionnaire… Tu peux expliquer pour tout le monde ce qu'est le questionnaire parce que le questionnaire, c'est… Donc, c'est qui le patron? On est une famille de consommateurs, on est une coopérative. On s'est rassemblés, on n'a jamais eu d'agence de com parce qu'on n'avait pas les moyens d'en avoir et on a fait tout un peu émotionnellement, comme ça, un peu spontanément. Et à un moment donné, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas créer notamment une brique de lait qui aiderait les producteurs à l'autre bout et pour ne pas la faire dans une règle un peu de push, de marketing, de com, on s'est dit, on va se poser des questions simples pour écrire le cahier des charges de cette fameuse brique de lait qui n'existait pas encore à l'époque. Donc vous pouvez le retrouver sur Internet, le questionnaire. C'est assez intéressant de voir comment ça chemine après au niveau des réponses. 69 centimes, c'était le prix d'un litre de lait qu'on trouvait dans le commerce et qui, lui, était assez catastrophique pour le producteur. Et après, on s'est dit, est-ce qu'on fait monter le prix ou pas? Normalement, les consommateurs du monde entier, dans l'esprit des marketeurs et des communicants, ne veut pas que le prix monte. Mais ils avaient un peu oublié qu'on avait quand même une capacité à arbitrer, à se rendre compte des choses. Donc voilà, comment, la première question, est-ce qu'on laisse au prix mondial la rémunération du producteur et ne gagne pas sa vie? Ou est-ce qu'on rajoutait les 8 centimes qui manquaient sur un litre de lait pour redonner le sourire au producteur? C'était tellement peu à l'échelle de ce qu'on était capable de faire. On boit 50 litres par an de lait. Ça veut dire qu'on devait rajouter 4 € par an. Et c'est comme ça que 6 questions toutes simples, où à chaque réponse, je voyais le prix évoluer. 69 plus 8, 77. Et on enlève des OGM de l'alimentation, 5 centimes. Ah, oui ou non? Ah, 82. 1 à 3 mois de pâturage, 2 centimes. 3 à 6 mois, 4 centimes. Et vraiment, ce questionnaire, en plus, qui n'est pas très joli, qui est comme il est, mais qui était, à mon avis, plus essentiel qu'un truc joli, a provoqué après cette machine qui s'est développée au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer.
Donc, c'est une tech toute simple, mais qui accélère une sensation. C'est que beaucoup de gens pensent à peu près la même chose en matière de bon sens collectif et de bienveillance collective. On a quand même un pot commun qui se rassemble très rapidement si on se pose des questions collectives. Ok, donc voilà, donc c'est pas mal comme enjeu, tu as trouvé un truc. Moi, je trouve que c'est très tech en fait, ça finalement de ouais, mais c'est ça qui m'intéressait parce que je trouvais pas ça tellement tech. Moi, ton questionnaire, quand tu m'en as parlé, il est pas beau. C'est un peu une gueule cassée, mais tu connais ça, tu as lancé des trucs avec les gueules cassées. Toi, ouais, non, c'est vrai, mais il faut le regarder comme le logo d'ailleurs de la brique de lait. Mais en réalité, j'ai ça il y a pas longtemps dans un autre rendez-vous, mais quand les gens ont redécouvert la brique de lait, il y a plein d'agences très connues à Paris qui nous ont appelés en disant on est prêt à vous aider même comme ça gratuitement pour. Et il y a un directeur artistique qui a dit mais alors nous on ne voyait pas trop l'intérêt d'aller retraduire avec des codes de com quelque chose qui était d'abord vrai. Et il y a un directeur artistique qui a dit il faut surtout rien toucher parce que c'est l'expression de ce que c'est aussi. C'est pas très joli, mais c'est un peu essentiel et ça rappelle plus la réalité de l'histoire que si on avait voulu la raconter autrement. Super. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à tous les quatre pour cette première séquence sur les enjeux de la tech for good. On se retrouve tout de suite, très vite, dans une nouvelle séquence pour parler des bonnes pratiques, des cas d'usage que vous avez observés les uns les autres, et puis vous aussi qui êtes en direct sur LinkedIn, Facebook et Twitter, que vous avez observés en matière de tech for good dans les grandes entreprises. Bonjour à tous qui nous rejoignent dans cet épisode du Meetup des Changemakers by Freelance.com. À mes côtés, Anne Lalou, directeur général de la Web School Factory, Angélique Gérard, directrice de la relation client du groupe Iliad, Antoine Denoy, CEO d'AXA Climate, et Nicolas Chaban, le fondateur de C'est qui le patron, la marque du consommateur. Après avoir échangé tous ensemble sur vos punchlines respectives, les punchlines de nos invités, bravo pour cet exercice, sur les enjeux de la tech for good pour les entreprises selon chacun d'entre eux. Nous allons faire un focus maintenant sur les cas d'usage et les bonnes pratiques et peut-être d'ailleurs même peut-être les mauvaises pratiques aussi qu'on peut trouver dans les grands groupes, ce que vous avez repéré par le regard affûté de nos 4 invités. On va regarder ça. Pour vous qui êtes sur LinkedIn, Facebook et Twitter, vous n'hésitez pas à indiquer en commentaire les bonnes pratiques en matière de tech for good que vous avez repérées. On va commencer par Anne Lalou. Anne, en tant que directrice générale de la Web School Factory, tu as un poste d'observation qui te permet de repérer les initiatives Tech for Good des grandes entreprises. Est-ce que tu peux nous partager une initiative ou une démarche qui t'a marqué ou qui a marqué tes étudiants? Non. Non, merci beaucoup. Antoine? Non, mais c'est vrai. Oui. T'as rien repéré? J'ai vu plein de petites choses. Ouais. Aujourd'hui, pour moi, on est beaucoup plus dans le tech washing ou greenwashing que dans le tech for good profond. Donc, je pourrais dans toutes les entreprises citer des petits groupes qui essaient de faire bouger les choses. Mais si on parle vraiment de ce que les entreprises font, je suis désolée, aujourd'hui, et en plus, ça suit toujours des effets de mode. C'est-à-dire que, alors, on a eu la vague, les femmes, ça y est, ça c'est fini. Les femmes, on est bon, on a considéré que c'était réglé. C'est quand on a coché la case, tu veux dire? Ouais, non, mais la case est cochée. Alors oui, non, maintenant on a les clubs. Bon, ça change pas, les comex continuent à être masculins, etc. Mais on dit qu'on a coché la case. Mais on va y arriver quand même. Mais on va y arriver. Voilà. Et maintenant, de toute façon, alors, les 17 ODD, on ne parle plus que de ça. C'est super. Et moi, qui suis présidente de comité RSE, par exemple, d'un certain nombre de grands groupes par ailleurs, je dis, vous pouvez me faire des KPI, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir des objectifs? Est-ce qu'on va alors ça y est, ça commence. Ça c'est bon. Et là, dès qu'on a des KPIs, enfin des vrais objectifs, on commence à voir et on voit bien en plus que quand je dis on revient à tech for good, pour moi la tech c'est qu'un moyen. Il faut avoir des objectifs clairs. La tech est un moyen partout et mes étudiants en sont parfaitement convaincus. Donc je suis désolée, en fait j'ai réfléchi. C'est bien, tu as le droit. C'est important. Et je ne suis aujourd'hui. Ouais. Je ne suis pas convaincue, je n'ai rien vu qui me bouleverse. J'ai vu plein de petites choses, j'ai vu plein d'envie. Plein d'envie. Il faut avoir l'envie. Plein de gens qui veulent du sens. Plein de gens qui, voilà. Et la traduction effective, je suis encore pleine de… Tu veux dire qu'on est sur la même ligne de départ encore? On est encore un peu sur la ligne de départ? Ouais. C'est ça? Bon. Je crains que oui. Ok, moi ce que j'ai retenu quand même, c'est ce qui ne se mesure pas ne se pilote pas. C'est ça que. Alors par ailleurs. Donc il faut faire des KPI, quoi. C'est déjà. Sur ces sujets-là comme sur les autres, je pense que
En tout cas, il y a beaucoup d'initiatives qui sont bisounours. Voilà. Bisounours. On est encore dans le monde des bisounours. D'accord. On n'est pas dans le monde de l'action. Ok. Donc, je laisse la parole à Antoine. Non pas pour les rebondir bisounours, sur mais une telle note toi qui es dans une grosse boîte. Comment Moi, je tu suis un réagis à éternel ça? pessimiste. Donc, moi, peu optimiste, là-dessus, c'est intéressant. Moi, quand je vois du greenwashing, je me dis que c'est l'indice aussi d'une maturité naissante et que c'est rare de communiquer, de ne pas agir. Donc, c'est une question de temps. Donc, même là, le greenwashing, je suis arrivé à faire un travail sur moi pour l'apprécier de manière C'est une positive. super punchline que tu viens de nous donner. quoi. Peut-être. C'est pas mal. Tu peux la redire là sur Non, le, je ne dirai pas, je sur ne le le répète greenwashing, pas, il faut c'est prendre top. des notes. Moi, j'ai deux exemples, parce que voilà, je pense qu'il y a quand même des choses à faire sympas. Nous, par exemple, chez AXA, on s'est rendu compte qu'il y a un manque de compréhension du climat et de la biodiversité dans les boîtes, à tous les niveaux. Des fake news partout, des articles de presse, des choses qu'on s'envoie entre collaborateurs, mais finalement, pour expliquer pourquoi la biodiversité, c'est pas que les petits oiseaux, pour expliquer pourquoi le monde, pour expliquer ce que c'est que l'effet d'albédo, ce que c'est que le sable, où ça se trouve, en quoi il y a des limites, tous ces fondamentaux, on va dire, matériaux scientifiques, eh ben, il y avait un vide. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a investi sur 150 contenus de 5 minutes, de très bonne qualité, et en fait, on a diffusé ça largement et gratuitement. C'est-à-dire qu'on l'a diffusé aux particuliers et on s'est fixé comme objectif de former toutes les grandes écoles de commerce et les grandes écoles d'ingénieurs, de former les dirigeants actuels, notamment le MEDEF, de former les journalistes, les politiques. Et donc, on prend petit à petit ces strates et on exécute. Donc là, on a réussi à former les nouveaux dirigeants en rendant ces contenus gratuits, en les diffusant largement. On s'attaque au corporate et on le fait avec évidemment l'idée d'un business de formation qui est assez naturel, mais on le fait aussi avec une ambition qui nous amène à faire des choses gratuites, à le diffuser sans forcément réfléchir en arrière-pensée au beaucoup business, quoi. En tout cas, on le fait avec cette pureté d'intention. Après, on verra ce que ça donnera. Donc, je pense que c'est une initiative qui monte. Voilà, on apporte notre pierre et les gens qui bossent sur ce projet, ils se disent bon bah ouais, quand il y a 500 000 collaborateurs qui ont vu ce que c'était que la biodiversité, qui ont compris ce que c'était, pourquoi le climat se déréglait, et ben on a fait une partie de notre travail. Voilà. Et puis l'autre exemple aussi, parce que la tech, on peut la prendre sur plein de vues. Moi, la vraie mue que j'ai faite sur le sujet de la tech, c'est de comprendre qu'on passait d'une tech d'écran à une tech de monde réel. Et ça, c'est l'image satellite. Et ça, je pense que c'est passionnant. Et il y a plein de types qui bossent en ce moment dans des boîtes pour faire cliquer des gens sur des pubs. J'en reviens, j'étais chez Google. Là, il faut ouvrir les yeux. Il faut vous rendre compte que le monde réel est en train d'être digitalisé et que les grands enjeux sont là. On digitalise ce que c'est qu'un ouragan, ce que c'est que l'eau. On voit l'eau en souterrain. Et donc, on est en train de numériser le monde physique. Et ça, c'est une diversité incroyable. C'est hyper incarné. Et ça va changer la vie de plein de boîtes. Nous, dans l'assurance, le fait que depuis en satellite, on puisse voir des écoulements de flaques, de voir une inondation sur une zone donnée, on peut payer vite. On n'envoie pas d'experts sur le terrain, vérifier que le type a les pieds dans l'eau, on paye vite. Le fait de voir au milieu de l'Afrique avec des satellites qu'il y a des problèmes de sécheresse et qu'il y a des producteurs qui ne peuvent plus vivre de leur récolte, eh bien, ça nous permet de déclencher collectivement à l'international des paiements immédiats. Et donc, la petite invitation que j'ai pour ceux qui nous écoutent, c'est de regarder ce qui se passe autour des images aériennes et satellites, parce que là, il y a quelque chose de sympa qui joue. Il y a de la data, il y a de la tech, et ça risque d'avoir un impact important sur l'ensemble des boîtes. Et c'est utilisé en intelligence politique, enfin, et en intelligence économique. Bah, c'est là d'où ça vient. Hein. De manière absolument dingue. Ah ouais, en fait, le satellite, moi, globalement, le panorama est extrêmement intéressant. Il y a du privé, il y a du public, mais fondamentalement, l'argent a été mis au départ sur des problématiques de défense et de sécurité intérieure. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est comme le web. C'est pour ça que je fais une analogie avec la tech de petit écran. C'est que c'est comme Internet à l'origine. Et c'est des anciens de tous ces milieux qui développent, qui rendent accessibles ces technologies pour des utilisations hyper positives et très élargies. Je donne un exemple. J'ai rencontré quelqu'un, c'est quand même passionnant, dont le métier maintenant, c'est de détecter les baleines. Donc, en fait, elle veut détecter les baleines de manière obsessionnelle. C'est sa passion, c'est son énergie. Elle suit le mouvement. Et elle dit, moi, c'est pas la brique de lait, c'est la baleine. Et donc, la baleine, moi, je la repère. Et elle s'est, dans sa narration d'entrepreneur, elle s'est dit, moi, je veux lutter contre les grands paquebots qui percutent des baleines. Et donc, je veux être celle qui va dire, ce paquebot-là, dans tel trajet, il a percuté une ou deux baleines, il n'a pas fait attention. Donc, c'est très intéressant. Et ça, c'est l'imagerie qui le permet. Pareil sur la déforestation, pareil sur le braconnage, énormément de choses qui peuvent être exploitées. Passionnant, tu as mis la barre vachement haut. Merci. Merci. On va passer le micro à Angélique. Merci pour le passage de témoin. C'est sympa, c'est fabuleux. La baleine. Angélique, je ne sais pas, tu nous feras un exemple formidable. Un invité qui te répond. Écoute, je vais. Non, elle avait une réponse. C'était une réponse. Mais alors, justement, je vais être assez consensuelle parce que je trouve que. Pas toi. Parce que je trouve qu'effectivement, Anne a raison. Il y a des choses qui sont sous-jacentes, mais il n'y a rien de palpable.
Et Antoine a raison aussi, parce que la connaissance, en fait, c'est la base. Et donc, je pense effectivement qu'il faut former, éduquer, sensibiliser. Et on voit par ailleurs que les jeunes générations, elles sont beaucoup plus sensibles en fait à ces problématiques que nous l'avons été, que nos parents, nos grands-parents l'ont été. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, et les études en fait le démontrent, 50 à 70% des jeunes qui se présentent à un entretien d'embauche prennent en compte justement la responsabilité de l'entreprise dans son environnement. Et on le sait aussi, c'est d'ailleurs peut-être les mêmes, 50 à 70% des consommateurs, aujourd'hui dans leur acte d'achat, souhaitent également acheter auprès d'une société qui respecte un certain nombre de règles. Donc, on voit bien que ça bouge. Et puis, dans le monde, pour revenir un peu à ce qu'Antoine disait, il y a aussi énormément de paradoxes. Si on prend par exemple ce qui s'est passé en Australie, les conservateurs ont été élus. Personne ne s'attendait à les voir élus. Donc, c'était vraiment une élection totalement, un résultat d'urne totalement inattendu. Pourquoi on ne s'attendait pas? Parce qu'en fait, les conservateurs défendaient le charbon. Et les Australiens n'ont pas voté pour les conservateurs, ils ont voté pour le charbon. Pourquoi? Pour l'emploi, pour garantir l'emploi. Dans un pays qui est le premier à souffrir des dérèglements climatiques, qui est le premier à souffrir de l'approvisionnement en eau, qui est le premier à avoir été sur la financiarisation de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a des quotas d'eau qui sont donnés aux agriculteurs en fonction du nombre d'hectares qu'ils ont dans leur exploitation, qui sont donnés aux villes en fonction de la densification, et ainsi de suite. Et donc, tu as des marchés privés de l'eau qui se sont créés. C'est le cas aujourd'hui en Californie. Et c'est quand même incroyable de se dire que malgré tout, tu vois, il peut y avoir des prises de conscience et des schémas particulièrement que moi je trouve radicaux, parce que j'aimerais pas qu'on ait l'eau, c'est une ressource publique collective. J'aimerais pas qu'en Europe, bien qu'on a failli, il y a eu un référendum sur ce sujet il y a quelques années, tout le monde a oublié, mais j'aimerais pas qu'on tombe dans ces schémas un peu radicaux. Et à côté de ça, ces gens-là, voilà, ils ont voté pour le charbon. Donc après, il y a des entreprises, notamment en France. Enfin, moi, je suis assez fan d'Engie et de sa grande aventure dans les énergies alternatives. Donc c'est à souligner. Puis quand on revient à nos entreprises, il y a eu cette crise sanitaire majeure. Le numérique nous a quand même considérablement aidés. Et on a pu faire du care en fait dans nos entreprises grâce au digital pour garder le lien, la proximité. Donc ça, c'était absolument majeur. Ok, merci beaucoup pour cet exemple. Et ces exemples, c'est très concret, hein, c'est bien. Nicolas, je me tourne vers toi, le patron. Un exemple. Donc, Australie, satellite. Waouh. Non, mais alors. Baleine. Toi, tu vois quoi comme exemple ou un truc qui tient vraiment à cœur pour illustrer ce que dans les autres entreprises. Ouais. Alors, nous, on est très bienveillants. Alors, il y a beaucoup de choses. La liste est tellement longue que je pourrais absolument pas tout citer. Non, je peux dire une chose, c'est qu'on a vu arriver donc les grandes marques, nous à l'inverse, qui venaient un peu confronter les grands groupes, Danone, Nestlé, en disant mais on comprend pas ce qui se passe. Vous avez créé une dynamique loin de nos outils habituels, quoi. Vous n'avez pas de pub à la télé, pas de commerciaux dans les magasins, mais pourtant il y a 100 millions de produits qui se vendent par an. L'équation, elle s'exonère de deux piliers principaux, et là c'était très intéressant de voir, avec l'immense respect que j'ai pour tout le monde ici, mais on se rend compte. Alors c'est pas un discours qu'on veut imposer, mais on peut le signaler en repère. C'est que cette notion d'expertise dans les entreprises qui consiste à se dire je suis directeur marketing, je suis directeur de ceci ou de cela. Je vais essayer de faire un produit ou une approche pour plaire aux consommateurs. Déjà, cette espèce de décalage qu'il y a entre soi et ce fameux peuple lointain, extraterrestre, qui s'appellerait les consommateurs, qu'est-ce qu'ils voudraient? Et là, il y a cette notion d'expertise qui fausse un truc phénoménal pour nous, hein, puisqu'on a pu prouver que le raccourci direct on est 4 autour d'une table et on s'interroge intimement sur des choses toutes simples, et finalement on trace le meilleur cahier des charges du monde pour un produit, puisqu'il est proche de nous et proche de tellement de gens. Il y a cette petite déformation de l'expertise qui consiste à se dire je dois réfléchir avec un cerveau un peu différent, puisque je suis expert de mon domaine, et je dois trouver une équation qui va ramener tout le monde vers cette histoire que je vais raconter. C'est du délire, faut arrêter. Il y a, je donne un autre exemple. Alors c'est vrai qu'on me dit, mais regarde, le monde marche comme ça, les produits se vendent comme ça.
Ça me rappelle la discussion avec Michel-Édouard Leclerc, il m'en voudra pas, où il me dit, au tout début de C'est qui le patron, il n'avait pas encore référencé les produits dans les centres, mais votre système, c'est chouette, on aime bien sûr, 100 millions de produits, c'est beaucoup, mais c'est que 5% du lait. Et là, je me rends compte avec lui, je lui dis, mais combien vous avez de produits dans vos rayons où on est certain, nous, en tant que consommateurs, qu'en l'achetant, les centimes iront bien jusqu'au producteur et leur redonneront le sourire. Et là, je lui ai dit, il n'y a pas 0,0001% de produits. Tu ne peux pas, à un moment donné, faire des comptes sur ces comparaisons-là si les produits n'existent pas. Donc, là, le résumé, c'est que les magasins sont remplis de produits qui, géographiquement, sont à l'endroit où on les prend d'habitude, mais les produits réellement souhaités intimement et bien loin des études marketing et de R&D, cette famille, elle est beaucoup plus simple encore qu'on l'imagine. C'est un peu pour donner de l'espoir, c'est pas pour les contre les discours de grandes entreprises, mais les plus jeunes qui font des entreprises, faites des études de marché à 3 en vous interrogeant intimement, sans vous imaginer ce que pourrait être le produit que d'autres gens que vous pourraient acheter. Et si tu permets, moi je trouve que c'est super intéressant et moi je suis intimement convaincue, en fait, encore une fois, pour revenir à la formation, à la connaissance, qu'en fait c'est les consommateurs qu'il faut former. Il faut qu'on ait réellement des acteurs. Donc des gens qui par leurs usages. T'es pas d'accord avec moi? Non, mais si vous n'êtes pas d'accord, c'est intéressant. C'est forcément parce que c'est le principe du circuit court et donc je suis d'accord avec le fond. Pour changer les usages. Pardon, c'est vraiment juste pour rebondir, mais c'est plutôt une question de forme. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que quand et c'est pas incriminant pour les pères de famille et les gens que nous sommes, les mères de famille. C'est plutôt quand tu dis il faut éduquer les consommateurs, tu peux pas imaginer la gifle que c'est pour quelqu'un qui entend ça. Sauf si on se fait un truc entre nous. Mais quand tu es adulte, avec ton bon sens, t'as pas envie d'être éduqué, t'as pas envie d'être infantilisé, t'as pas envie d'entendre que quelqu'un ferait quelque chose pour toi avec un billard à 2 bandes qui reviendrait vers toi. Alors c'est peut-être pas le bon terme. Non, mais c'est pas contre toi. Mais la réalité, hein, c'est qu'on a, tu vois, on a les pubs 5 fruits, 5 légumes par jour. Enfin, je l'ai pas inventé. Donc, tu vois, c'est cette sensibilisation d'expliquer les choses. Enfin, les gens savent pas que pour produire 1 kilo de bœuf, il faut 15 500 litres d'eau. Les gens savent pas que pour produire 1 litre de coca, il faut 9 litres d'eau. Non, c'était le côté éduqué, mais tu vois, tout le monde le dit. C'est sensibiliser. C'est voilà, exactement. C'est pas personnel. On se tutoie, c'est l'intime. Et moi, c'était un peu ce que j'ai dit au début, c'est partir d'une réflexion. Et ça, je pense que c'est fondamental. Il faut faire des choses simples qui partent de sa source d'énergie propre. Et la vraie révolution culturelle des boîtes, elle est là. L'expertise, c'est un voile, c'est un leurre. Et donc, en fait, le vrai exercice, nous, quand on lance des choses, on fait des choses un peu bizarres, on ne fait pas d'études de marché, on crée des scénarios, on va physiquement sur les scénarios qu'on a mis dans la tête et on regarde si ça a une résonance en termes d'énergie. Ça paraît étonnant de faire de l'innovation comme ça, mais c'est fondamentalement comme ça se passe. Et donc, moi, les plus belles réussites que je les ai faites sur des intuitions qui étaient liées à ce qui faisait que j'étais bien et que l'énergie était là. Donc, c'est vraiment une question de mouvement. Et je suis persuadé que l'expertise n'est pas un allié sur le sujet. Bon, donc ça rejoint quand même un peu ce que tu disais. Je prends un peu nos marketing, c'est un constat on fait ça. C'est un constat de ce qu'on a vécu. Hein. C'est pas une Pentecôte de ce qu'il faut faire, mais c'est vrai que quand tu passes par un chemin autre, tu peux arriver à vendre pas de commerciaux dans les magasins, pas de pub à la télé, et tu partages tes revenus. Tu vends 10 fois plus de produits que si tu fais un chemin un peu empirique où tu passes par ces. C'est juste pour dire qu'il y a peut-être un autre chemin. Et il est plus respectueux du bon sens collectif. C'est pas un chemin mental, parce que si tu fais parler ta mécanique intellectuelle, on est tous du même bois. Donc, on va reprendre les équations, on va revenir au même sujet. Bah oui, il faut une distribution. Donc, il y a un côté calmer le mental, le stopper et laisser parler quelque chose d'autre. Une dernière petite chose, après, je rentrerai en parole, c'est que le beurre bio qui a été créé collectivement, où là, nous, on n'est pas en train de dire on crée un beurre bio comme ci, comme ça, on pose des questions. Et les fameux 15 centimes qui ont été votés pour rajouter sur le prix du beurre bio des centimes pour préparer le bio de demain, c'était quand même délirant. La distribution a dit, mais vous n'allez pas vendre de beurre ou vous rajoutez des centimes, alors que nous, on nous demande d'en enlever. 18 mois après, c'était le beurre bio le plus vendu de France, devant le président, loin devant. Donc, il y a une grande différence entre ce qu'on projette comme une vision un peu empirique de ce qu'est le commerce et le marketing, où on se trompe. C'est parce que les produits sont là et qu'on a les moyens de les mettre qui sont achetés, parce qu'il faut les acheter. Si tu refais un reset de tout ça et que tu recomposes l'histoire à partir de l'intimité directe de ce qu'on est déjà nous, tu écris, à mon avis, une autre histoire du commerce. Magnifique. Cette deuxième séquence sur les bonnes pratiques, les cas d'usage en matière de tech for good touche à sa fin. On se retrouve très vite dans une nouvelle séquence
sur les perspectives à venir en matière de Tech for Good. Après avoir échangé tous ensemble sur les enjeux, sur les bonnes pratiques, sur les cas d'usage, nous retrouvons nos 4 invités pour parler des perspectives à venir en matière de Tech for Good. Je suis toujours accompagné de Nicolas Chaban, le fondateur de C'est qui le patron, la marque du consommateur, d'Antoine Denoy, le CEO d'AXA Climate, d'Angélique Gérard, directrice de la relation client du groupe Iliad, et de Anne Lalou, directeur de la Web School Factory. Pour démarrer cette séquence de prospective, on va commencer donc par le regard affûté de Anne Lalou, celle qui forme les étudiants aux métiers qui n'existent pas encore. Ouais. Anne, si je te dis Tech for Good et perspectives à venir pour les grandes entreprises, tu nous dis quoi? Alors là, je dis qu'en tout cas, les étudiants ont envie de changer beaucoup de choses. Ouais. Et c'est vrai, et je pense qu'ils vont être je suis convaincue qu'ils vont être les acteurs de ces changements et de cet équilibre entre la tech et les tripes, comme tu dis, Antoine, parce que aujourd'hui, ils vivent ça comme une contradiction. Et en fait, on est en permanence, nous, en train d'accompagner la gestion de cette contradiction. Et en même temps, ils ont vraiment énormément d'exigences pour les futures entreprises et dans lesquelles ils travailleront. Ouais. Et je crois qu'ils vont être, du coup, un moteur de changement qui va être très fort. 3 minutes quand même sur la Web School, ça fait… moi, c'est quelque chose qui m'a fascinée. Quand j'ai ouvert la Web School, le premier projet, j'avais donné un projet qui était imaginer un circuit de marketing, enfin de vente, réinventer l'expérience client en magasin. Je veux dire, et un truc… Et ce qui m'a frappé, au-delà du fait qu'ils étaient inventifs, créatifs, qu'ils maîtrisaient déjà plein de notions, etc., c'était que pour eux, cette question de l'impact, cette question de leur planète était en réalité aussi native que le digital native qu'ils étaient aussi. Et qu'on allait avoir ça dans la vision de tout et il fallait canaliser ça, il fallait outiller ça. Et c'est les premiers qui m'ont demandé beaucoup plus à travailler sur le no-code, sur le low-code, sur qu'est-ce qui pouvait être fait sur ces sujets-là. Et en fait, ils sont moteurs et je crois que dans l'entreprise, ils vont probablement apporter ça, le fait de dire, OK, vous avez toujours fait comme ça et vous mettez toujours des grandes machines en route, mais attendez, si on se pose 3 minutes la question et avoir ce regard-là. Je pense qu'aussi, ils vont avoir beaucoup d'exigences en termes de formation. On revient sur ton sujet. Je pense que la formation permanente va être nécessaire parce que les métiers ils vont continuer à changer. On est dans une dynamique de mouvement et je crois que là-dessus, ils ont des attentes très claires. Ils disent ça va pas être juste, on est là et c'est bon et on change pas. Et enfin, je crois que de toute façon, c'est un modèle sociétal qu'ils sont en train de challenger. Et moi, je ne sais pas du tout comment ça va se traduire dans les grandes entreprises et qui va changer. Est-ce qu'ils vont être capables de changer les grandes entreprises ou est-ce que la loi de l'offre et de la demande sur le marché du travail va faire que c'est eux qui vont changer et qui vont rabaisser leur envie de sens et cet appétit de changement et en fait, vraiment, aujourd'hui, si on leur demande d'écrire ton entreprise idéale et la réalité, il y a un fossé. Et post-Covid, c'est encore pire qu'avant. Ouais, et j'arrive pas à savoir, moi, s'ils vont y arriver, si c'est eux qui vont vraiment arriver. Parce que entre l'économie parallèle, c'est-à-dire que moi, mes étudiants, ce que je constate, c'est qu'effectivement, pour eux, c'est une évidence d'aller s'habiller sur Vinted et d'être dans l'économie. Ils sont dans l'économie circulaire pour tout, par exemple. Mais ça, c'est une évidence. La notion de troc plutôt que de l'achat est une évidence. Il y a plein de choses. Back market, c'est une évidence. Il y a un certain nombre de choses qui, pour nous, sont encore du genre, ouais, on va y aller. Pour eux, c'est une évidence. Et pour l'entreprise, c'est pas encore une évidence. Et pour l'entreprise, est encore sur des valeurs fondamentales qui ne sont pas celles-là. Et encore une fois, je ne sais pas qui va gagner. Je ne sais pas, on va poser la question à Antoine. Antoine, ton regard affûté. Non, moi, ce qui m'a vu, c'est que les dirigeants, les grands dirigeants de grosses boîtes, c'est compliqué de les faire bouger sur ces sujets. Il y a un sujet qui les fait bouger, c'est les talents. Quand ils regardent les promotions de jeunes talents qu'ils font rentrer et qu'ils se rendent compte, parce que c'est vrai que toutes les boîtes, que en fait, les talents ne sont plus là. C'est-à-dire que le fantasme d'un jeune à la tête bien faite qui sort d'une grande école, c'est plus de bosser et de commencer la carrière classique. Et ça fait réagir. Parce qu'ils en sont eux-mêmes et ils sentent qu'il y a un gap.
Donc c'est intéressant, mais le sujet RH est un vrai aiguillon. Après, moi, je suis persuadé qu'en effet, c'est juste un grand enjeu culturel, que en fait, il y a une greffe qui doit se faire et que le système de l'entreprise fermée, classique, organigrammesque, va éclater, quoi. Il va éclater. Moi, la manière dont, par exemple, chez AXA Climate, je prends des exemples concrets parce que c'est ça qui me parle, mais nous, on est sorti de la frontière interne-externe. C'est-à-dire qu'on est des grands consommateurs des plateformes de freelance. C'est-à-dire qu'ils sont comme chez nous, ils viennent comme chez eux. Et en fait, on a complètement compris qu'il fallait donner des missions, que les gens arrivaient pour des missions. Et donc, tout l'enjeu maintenant, c'est de poser les bonnes questions. C'est pas le consultant qu'on fait rentrer pour faire des missions pendant 6 mois. On a besoin d'une question sur le carbone. Ben, en fait, il y a un réseau de 10 super gars ou nanas qui ont envie de répondre à ces questions. Ils viennent, ils repartent. Puis s'il y a un peu de valeur, ils disent ouais, moi je resterai un peu plus longtemps. Et ça marche bien. Parce que la glue, c'est la valeur, la mission. Et après, ça tient. Donc, c'est pas des consommateurs non plus qui zappent et qui n'ont pas de respect pour le collectif. C'est juste, ils viennent pour faire quelque chose qui a du sens. Et nous, nous, les grandes entreprises, on doit refondre la façon dont on les intègre. Je peux dire juste un truc? Tu peux dire juste quelque chose. Même si ça va pas dans son sens, tu peux dire quelque chose. Ça va dans le sens de tout le monde. Je sais pas si on a réalisé. Notre sujet, c'est Tech for Good. On n'a pas parlé de la tech. En fait, on parle du good. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Non, mais c'est une très bonne nouvelle parce que ça montre qu'au bout de 20 ans plus tard, un certain nombre de gens, en tout cas, prennent la tech comme une évidence que ce soit un enabler et pas un truc en soi. Et là, moi, je trouve ça quand même un peu… Les grands patrons l'ont pas encore compris, globalement. Donc, je trouve ça assez rassurant qu'un certain… Et tu vois, pour revenir justement sur ton propos tout à l'heure, c'est qu'effectivement, les grandes entreprises n'ont pas encore pris totalement le sujet de façon sincère, totalement incarnée et avec une vraie vision de ce qu'il faut faire. Et en plus, quand ils l'ont, ils se rendent compte que ça coûte cher. Ouais. Donc, il faut accepter en fait que ça coûte cher de faire du good et que les sources de profit, forcément, les variations, il y aurait des variations très importantes. Et donc, qu'est-ce qu'elles font toutes ces grandes entreprises? Elles rachètent des startups qui elles veulent changer le monde. Donc, c'est comme ça en fait que tout doucement, ça prend dans les grands groupes français aujourd'hui et ailleurs. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça, en perspective, ça va changer le modèle selon toi? Oui, parce que on a quand même un écosystème français ultra dynamique et ultra innovant sur ces questions, avec justement des jeunes aujourd'hui, de jeunes fondateurs, fondatrices, qui ont envie de changer le monde, qui comprennent en fait les défis de notre monde d'aujourd'hui et de demain. Donc, il y a plein d'exemples. Il y a Phoenix sur le gaspillage alimentaire. L'année dernière, ils ont permis, je crois, ils ont sauvé entre 40-50 millions de repas qui auraient fini à la poubelle avec un système assez intelligent qu'ils ont transformé parce que maintenant, ils sont même dans les hyper, dans les super avec des algorithmes qui permettent de voir tu me coupes là, regardez ta montre. Les dates. Faites-moi pas ça les garçons là. Qui regardent les DLC et qui permettent en fait au magasin de dire attention là, dans 2 jours votre produit il est périmé, donc stickage promo. Et puis attention là, vous allez être dans l'invendu, donc mise en réseau avec un certain nombre d'associations. Ça c'est fabuleux. Il y a Insect aussi, nouvelle filière agroalimentaire. Il y en a plein. Il y a Pop Farm, agriculture verticale, où là, tu as 100% de vitamines sur tes fruits et légumes, sans pesticides, 365 jours par an, où tu vas effectivement cueillir. Alors, faut se mettre dans le truc. Tu vas cueillir sur une baie tes fraises, ton basilic, mais voilà, ça aussi, c'est des circuits courts. Ça aussi, c'est de la tech for good, parce que derrière, il y a l'intelligence artificielle. Et quand on sait qu'il faudra nourrir 10 milliards de personnes à horizon 2050, on a tout intérêt effectivement à ouvrir un peu ses chakras, à changer de mindset et à aller chercher de la diversification. Justement, alors Nicolas, toi, 3, 4, 5 ans, tu vois ça comment, l'évolution sans être boule de cristal, comment tu vois ces choses-là? Le tech for good, le good. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. C'est vrai que je m'étais fait engueuler par Total, mais j'avais eu la confidence de quelqu'un chez HEC qui m'avait dit « Oh là là, tu te rends compte, cette année, en sortie de stage HEC, pas un candidat voulait aller chez Total. » C'est pas rien, quoi. En réalité, il y en avait un qui a subi tellement la pression des copains qu'il finalement n'y est pas allé. Donc évidemment, cette génération-là, elle est intimement, mais viscéralement, émotionnellement. Le problème, c'est que la génération d'avant, elle est intellectuellement concernée.
Alors, on ne va pas quand même dire qu'on n'a pas des émotions. Hein. J'appartiens à cette génération-là, mais là, il y a une génération de gamins qui éteignaient le robinet quand on se lavait les dents. Enfin, on a tous vécu ça. Cette génération-là, elle va changer les choses obligatoirement. Et quand on crée le contraste avec je discute avec un grand distributeur un jour, je lui dis, mais vous comprenez alors ce qu'on se dit là, ce que les consos disent? Ouais, le patron, il comprend, l'équipe autour de lui comprend, mais il me fait une confidence qui est terrible. Il me dit, on doit être, je sais pas, on a 20 000, 30 000. On a recruté pendant 40 ans des gens sur un modèle complètement différent. Ils sont sur un logiciel différent. Ouais. Comment on fait pour prendre le virage? Il faudrait qu'il me dise, je vais pas licencier 40% de mes cadres. Donc, il y a quand même cette inertie de la culture, du logiciel. De temps en temps, un responsable RSE arrive, il y a des petits contre-champs, mais le bateau, l'inertie de ce paquebot est quand même très forte. Donc, il y a une chance infinie, je finis là-dessus, dans les entreprises. Nous, Simon vient travailler chez nous. Il s'occupe des produits. Il doit aller en Corse pour faire une étude sur un produit. Et Joséphine me dit non, il a dit qu'il voulait pas y aller. Bon. Je dis, mais pourquoi tu veux pas y aller? Ah, non, je prends pas l'avion. On laisse tomber. On fera ça à distance. Et en gros, j'ai senti dans ses yeux que si c'était un vrai problème, qu'il fallait se séparer de lui, il le comprendrait aisément. Mais il irait pas en Corse en avion. Voilà, et donc, c'est pas un cas isolé. Mais c'est une grande chance. Hein. J'ai pas vécu ça comme un drame. Il est bien, ce garçon. Il a des convictions, il les assume. Bravo, Simon. C'est bien. Ah oui, il se garde lui-même parce que nous, il n'y a pas de patron chez ces clients. Super. Merci beaucoup à tous les quatre. Après avoir vu vos punchlines, les enjeux, les cas d'usage et la perspective, on va passer maintenant à une nouvelle séquence très interactive. Jingle. Après avoir échangé avec nos invités sur les enjeux de la Tech for Good, les cas d'usage, les bonnes pratiques ainsi que les perspectives à venir pour les entreprises, nous passons maintenant à une séquence interactivité avec les questions des participants au Meetup, avec les questions de celles et ceux qui sont présents avec nous en direct sur LinkedIn, sur Facebook et sur Twitter. On compte sur vous pour poser des questions et on y va, c'est parti. Tiens, alors, petite réaction déjà, c'est Michel qui nous dit sur LinkedIn, il rebondit sur les propos d'Antoine, les grandes entreprises ont tout intérêt à faire tomber les frontières entre l'interne et l'externe. Alors, c'est ce que tu nous as dit, Antoine. Angélique, tu vis ça comment chez Iliad? Ah, t'es sympa. Bah oui, moi, sympa. je regardais Antoine. Non, mais c'était Antoine qui en a parlé. Donc, c'est du direct, sinon c'est pas drôle. Écoute, on est. Alors, on peut le voir de différentes façons, hein, d'abattre ces cloisons internes, externes. Nous, on a fait assez peu en fait d'acquisition de start-up. Donc, comme je l'évoquais, on en a fait une pour le B2B. Après, je pense qu'on a une communication, je trouve, très performante et incarnée aujourd'hui en matière de transition environnementale. Donc, aujourd'hui, on s'adresse à notre public, notre auditoire sur tout un tas de sujets. Je trouve ça très positif. On explique ce qu'on fait aussi dans nos entreprises, comment on utilise la Tech for Good. Il y a du microdon, il y a pas mal de choses. Donc, on est plus ouvert d'une certaine façon. Voilà. Sur les startups, je pense qu'il y a aussi plein de startups différentes. Et je pense qu'il y a tout un enjeu de tech for free, pour le coup, qui est en train de se jouer, où il y a des startups qui continuent à faire des choses qui ne sont pas vraiment liées aux grandes causes collectives dont on parle ici, qui ont un KPI qui est la grandeur. Moi, je trouve ça incroyable qu'en 2021, il y a encore des gens qui veulent être la plus grande du monde. Et globalement, ce qui est en train de se jouer avec ces mouvements de spéculation, ces boîtes qui valent 1 milliard, ça n'a aucun sens, entre guillemets. Et je pense qu'il y a aussi il y a toute une partie, je trouve, de l'argent et de l'investissement qui va sur des sujets où, pour moi, c'est le combat des années 90. Non, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on prend un type, on lui dit tu vas scaler partout, tu fais une appli mobile, c'est génial. Il se pose pas tellement la question du sens. Et le système est pour moi un système qui est très daté. Et j'espère qu'il va rapidement devenir caduque. Parce que et les startups dont tu parles et que tu citais sont des startups qui ont plus de sens et à mon avis qui ont un rapport à la taille différent. Mais les startups dont on en parlait, parce qu'on est censé les admirer, on a des revues de presse de médias en expliquant qu'ils vont aller à 1 milliard, 10 milliards. Je trouve que ça fausse la perception et ça ne correspond pas à l'époque pour le coup et à ce que vivent les gens. Oui, puis parce qu'on parle que ceux qui ont réussi en fait, c'est ça. Et c'est un critère de réussite que discutable. Mais c'est surtout parce qu'on est en période de transition. Il y a ça aussi. Développe un peu alors.
c'est l'ancien modèle versus les modèles émergents. Mais Qui est présenté comme la modernité. C'est-à-dire que quand on dit cette boîte, c'est une unicorne, et quand Macron continue à dire qu'il veut une boîte dans le CAC 40, c'est les apparats de la modernité. C'est pas encore les grands ringards. Je pense qu'ils sont encore des gens qu'il faut regarder comme ça, la French Tech, on les regarde. Et je pense que combien de ces boîtes vont dans le sens des sujets qu'on est en train de dire, c'est-à-dire nourrir les gens, faire en sorte que les gens habitent dans des bonnes conditions. Ils sont, à mon avis, encore sur des sujets d'application mobile et de petit écran. Enfin, à mon avis. Donc, toi, ta reco, c'est faire un peu ce que fait Nicolas. On fait des trucs simples, donc avec les tripes, qui sont des choses juste humaines, avec du sens. Ouais. Et puis, on utilise la tech pour faire des choses. Moi, j'ai trouvé formidable ton application mobile. Elle est ultra simple. C'est intéressant parce que quand tu dis formidable, moi je m'attendais à ce que elle est très très simple. Elle est simpliste. Mais elle est formidable par sa simplicité. Mieux, hein. Elle est formidable par sa simplicité. Je ne sais pas si vous avez fait un tour. Je ne suis pas là pour faire la promo de ton appli. Tu as fait quand même beaucoup de. Non, mais là. Tu trouves aussi. Non, mais ça devient gênant. Merci. La prochaine fois, toi qui viens là et moi je vais là-bas. Non, cela dit, c'est mérité. C'est mérité, c'est mérité. L'appli de. Merci Angélique, parce que tu es beaucoup plus. Non, mais c'est top. Je l'ai été il y a 2 minutes. Mais je suis bonne joueuse. Non, mais c'est pas ça. C'est que, évidemment, je veux quand même le dire, je m'adressais pas à Angélique sur cette notion-là. J'ai rebondi au-delà de moi. Ne te justifie pas parce qu'après c'est pire. J'ai ressenti, je sais bien, mais j'ai ressenti la masse de gens qui a constitué l'aventure de C'est qui le patron. Après, je parle que de cette famille-là. Elle a ce ressenti, c'est très unanime. Hein. Et donc, c'est pour ça que je me suis permis de le signaler. D'abord, sur les startups, il y a quand même un paquet de startups. À une époque, startup, c'était plein pétri de valeurs positives, comme tu l'as très bien dit. Il y a des startups ringardes, mais qui font peur. Des dirigeants qui ressemblent à leur papa et qui n'ont pas les idées plus modernes et plus vertueuses. C'est l'enfer. Être une startup, c'est pas une garantie pour être qualité. Autre chose que voilà ce qu'il y avait avant. Après, l'appli, elle est rigolote, mais c'est des applis faites un tout petit peu à l'envers du système, puisque pour signaler ce qu'on peut faire avec l'appli, on est quelque part, on est dans un magasin, il n'y a pas les produits, c'est qui le patron, on aimerait les trouver, on se géolocalise, et puis il y a un petit message préécrit. Bonjour, je suis client de votre magasin. Je vous parle d'une initiative qui s'appelle C'est qui le patron. J'aimerais beaucoup trouver les produits. Là, on clique sur la liste des produits qu'on aimerait retrouver. D'ailleurs, si vous les mettez en rayon, comme on est une communauté, on le dira aux autres pour qu'ils viennent plutôt dans ce magasin s'ils les cherchent. Tu appuies sur ce bouton et tu as un mécanisme qui envoie directement au directeur du magasin. Il met l'enfer. C'est quand même la seule appli où tu trouves un truc où dessus, il y a les endroits où il n'y a pas le produit. Mais personne. C'est ça qui est formidable. Pour mettre la pression. Ouais, puis alors tu vois, il y a des petits trucs. Ils ont bien bossé. C'est très bien fait. Mais voilà, mais en fait, on nous a dit que c'était limite légal. Mais bon, on l'a quand même fait pas légal, mais c'était un peu border. Mais c'était tellement une bonne indication pour le magasin aussi, qu'ils nous ont pas voulu d'avoir cette information. Au moins, ça veut dire qu'il y a une demande. Donc, il y a une demande, un magasin qui a une demande. Il y a eu 50 000 lettres en 40 jours. Après, et d'ailleurs, les directeurs de magasins, je le dis à tous ceux qui veulent. Ça se bine, ça. Mais ils reçoivent une demande et ça anime la réunion. Enfin, ça, je n'imagine pas à ce point-là. On a des clients qui nous parlent. Génial. Je prends des questions parce que vous n'êtes pas très sage aujourd'hui. On va prendre la question d'Alexis. Et je vais la poser d'ailleurs à Angélique. Pour une entreprise, il est important de mettre en place des actions concrètes pour la tech for good. Quels sont les types d'actions rapides à mettre en place? C'est une super question. Faisons ça. C'est encore un cadeau. Et c'est encore un cadeau. Écoute, encore un cadeau. Moi, je pense que dans les entreprises que j'accompagne, en fait, on a pris un mouvement très tôt parce qu'en fait, on partageait plein de choses tous ensemble. On recrute des gens avec qui on partage des valeurs, donc forcément c'est beaucoup plus simple. Donc ça fait partie de nos critères. Moi, ça me fait rire parce qu'en fait, on fait du covoiturage depuis très très longtemps et avant que Blablacar, lance son modèle. Moi, j'étais assez fière de ça avec nos devs. J'ai une équipe de devs. Ils partageaient le sens. D'un point de vue de l'empreinte carbone, d'un point de vue des collaborateurs, des gains de temps, de la convivialité aussi qu'on a à partager un véhicule avec des employés de la société. Nous, on fait plein de choses. On a plein d'initiatives. Le micro-don que je citais, mais c'est marrant parce que ça prend du temps en fait. C'est-à-dire que même si on communique, on pousse,
ça prend du temps. Moi, sur des milliers de collaborateurs, j'en ai des centaines aujourd'hui qui participent au microdon. Donc, c'est pas inné non plus comme démarche, mais c'est important de proposer. On est très investi sans forcément qu'il y ait de la techno, mais le numérique nous permet de diffuser l'information au sein de la société, de la faire rayonner, de créer des groupes de parole aussi sur certains sujets, de détecter des gens qui ont des affinités. Donc, on fait des trucs, nettoyage de plage. J'ai des entreprises au Maroc, ça se fait depuis 10 ans. Pareil sur Bordeaux, Marseille. Nous, on essaye de faire du zéro waste. Donc, on a offert des bento à tous nos collaborateurs. Donc, quand ils vont chercher leur repas, parce qu'on n'a pas des restaurants d'entreprise dans chacune des sociétés. Donc, moi, à Paris, dans mon immeuble, on n'a pas de resto d'entreprise. Donc, tout le monde a son bento. On va chez le commerçant du coin, on fait remplir, on a un lave-vaisselle, etc. Enfin, des trucs qui… Des petits gestes simples, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. On revient à la simplicité. Et je pense que c'est dans nos façons de faire que ça peut modifier… C'est bien. Je sais pas si c'est bien, on essaye. C'est pas parfait, mais voilà. Et puis la solidarité, je trouve que c'est un point hyper important. Donc on a pas mal d'actions solidaires ouvertes sur l'externe. Donc et là on met la techno au service du site d'action dont on est partenaire depuis 15 ans. Là on l'a quand même organisé pendant la crise sanitaire. On a accueilli des bénévoles. Enfin les salariés deviennent un peu les patrons du week-end à coacher des bénévoles. Enfin c'est vachement sympa. Mais donc voilà, on essaye en fait de rester dans cette ligne qui est pas une ligne en fait décidée, qui est une ligne vécue par tous, par toutes et pour tous et pour toutes, parce que chacun a des idées, c'est l'intelligence collective. Et puis on suit souvent nos collaborateurs et collaboratrices sur le sujet. J'aime beaucoup ça. Je me tourne maintenant vers Anne Lalou. Anne, tu formes ces nouvelles générations. Tu nous as donné des constats, puisque tu es aussi dans des conseils d'administration de grandes entreprises. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une grande entreprise pour être en adéquation avec ces jeunes qui sont finalement un peu tech for good by design dès le départ? Ils ont intégré ces sujets-là. La boîte, il faudrait qu'elle change quoi pour que ça fonctionne? Le patron? Voilà. La question est pour Anne. Elle est quand même fastoche. En fait, je crois réellement que il y a une idée qui moi me vient dans tout ça et qui est un peu à la base de votre modèle. C'est que je pense que ce que l'entreprise a besoin de changer, c'est l'argent est un moyen, n'est pas une valeur. Et si elle change ça, je pense que tout prend son sens, y compris. Et je crois que c'est ce que cette jeune génération demande et attend. Elle comprend la notion qu'il faille du profit, ils sont pas complètement, ils sont câblés, hein, ils comprennent tout ça. C'est juste l'argent n'est pas une valeur. Et si on repositionne ça, je pense que le schéma de l'entreprise va changer dans le respect de l'autre, de la place. Effectivement, ils remettent en cause la notion de hiérarchie, par exemple, c'est une évidence. Je veux dire, eux, ils disent, voilà. Écoute, moi, j'ai réglé le truc. On a une procédure depuis 5 ans, c'est recrute ton N+1. Donc, moi, je ne choisis plus mes N-1, ce sont mes N-2 qui choisissent leur N+1. Et en fait, ça permet d'intégrer ces jeunes qui ont envie de prendre un peu le pouvoir dans l'entreprise, mais laissons-leur le pouvoir. Hein. Moi, il y a un modèle d'entreprise aussi qui a mis en place. Et moi, je vois en tout cas, par exemple, mes étudiants adorent cette entreprise. Donc, je vais la citer, c'est OnePoint. Pourquoi ils adorent cette entreprise? Parce qu'en fait, elle a dit, avant dans le conseil, vous étiez en timesheet, vous étiez en ceci. Nous, on vous dit, quand vous arrivez, vous intégrez à chaque fois que vous avez un projet, en fait, vous êtes dans un collectif qui a une mission et une deadline. Vous vous organisez, vous gérez. Après, à la fin, c'est fait ou c'est pas fait. Vous travaillez quand vous voulez. Vous travaillez. En fait, c'est plus le sujet. C'est la mission. Et après, vous êtes un collectif pendant un instant T. Et en fait, ce truc-là d'être une communauté à un instant T avec un objectif commun, en fait, ça change tout. Et ça change profondément. Et après, ils ont tiré le fil. Hein. Je veux dire, sur OnePoint, ils ont tiré le fil sur. Ils ont compris le modèle. Non, mais le pair à pair, le fait qu'après l'entretien annuel, c'est pas le N+1 et le N+2, c'est bien le pair, c'est les collectifs qui disent entre eux ce qu'ils ont pensé et qu'est-ce qui est à améliorer, et où doit aller la formation, qu'est-ce qu'on doit justement, quels sont les points forts, quels sont les points faibles, comment du coup ça améliore le staffing, parce que je sais que tu aimes ça et que tu es bon à ça, donc c'est pas parce que tu avais cette casquette-là qu'on va te garder cette casquette-là. Mais, et derrière tout ça, bien sûr qu'il y a des algos, il y a de l'intelligence artificielle, il y a du suivi, il y a de la data, il y a plein de choses qui permettent tout ça, mais l'état d'esprit,
Il est devant. Et il est devant et c'est le driver. Ouais, d'accord, génial. Allez, on prend une autre question, c'est celle d'Iman qui nous dit « Pensez-vous qu'il faut mettre en place une sorte de label pour que la tech for good ne reste plus un moyen social ou un effet de mode utilisé par certaines entreprises pour faire du washing ?» Il faut mettre en place un label ou pas? Mais il en existe un. Ah, alors on y va. Moi, je suis persuadée que tout le monde le connaît, c'est Bicorp, le label Bicorp, qui est un label. Ils n'ont pas décidé d'être les meilleurs au monde, ils ont décidé d'être les meilleurs pour le monde. Et donc, toutes ces entreprises aujourd'hui qui répondent à des cahiers des charges très stricts, qui deviennent Bicorp, ça c'est assez intéressant, je pense, pour les prochaines années, travaillent avec des entreprises Bicorp qui leur ressemblent de façon à être totalement alignées sur l'ensemble de leurs promesses de valeur, de leurs convictions. Donc, je trouve que Bicorp, c'est assez intéressant pour ça. Moi, je connais une entreprise, Redman, qui est le premier promoteur immobilier à être Bicorp. Et ils sont vraiment dans cet ADN de bâtir une vie durable, de réduire l'empreinte carbone, d'être inclusif. Et ils travaillent avec un maximum d'entreprises qu'ils peuvent rencontrer qui sont également Bicorp. Ça cartonne aux États-Unis, ça arrive progressivement en Europe, et c'est un joli label. Bon, on va le suivre, c'est important. Allez, autre question, celle de Franck. Comment faire le tri entre les datas utiles pour produire mieux et les datas marketing inutiles, collectées, stockées, mais pas utilisées au mal? Je me tourne vers l'ancienne Google. Antoine. Surtout que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Smart Data, Stupid Data. Ça s'imposait, hein. C'est pour toi, c'est pour toi. Non, il n'y a pas de réponse. Je pense il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de data qui est stupide en soi, de fait. Ça dépend de l'intention et c'est de la texte et de la finalité qu'on y met. Mais la data inutile, le numérique inutile, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Ça existe? Encore une fois, le numérique inutile, c'est merveilleux pour faire plein de choses. Donc après, la question, c'est ce que Anne disait, c'est-à-dire c'est un moyen. Et notre responsabilité d'individu, c'est de trouver les bonnes finalités. On est là pour ça. On est des êtres pensants. Donc après, on a des choses, on a des outils. On a toujours eu des outils, nous. On a des outils de plus en plus sophistiqués. Et donc, il faut juste se poser la question de la question. Moi, franchement, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de clarifier l'intention et la question. Même quand je vous dis quelque chose, il y a un besoin derrière. Et je pense que il faut, même dans le dialogue qu'on a, c'est la communication non violente. Quand on exprime quelque chose, il y a une intention derrière et il faut réfléchir aux besoins. Parce que ça permet de clarifier, d'être moins dans l'ambiguïté. Donc, cette espèce de travail des finalités, l'essentiel. Donc, moi, je dirais, Franck, les datas, c'est pas stupide ou intelligent en soi. Tout dépend de l'intelligence de ta propre question, Franck. Donc, je te renvoie là. Waouh. T'as fait du judo, toi, non? J'ai fait du judo très petit, mais j'ai arrêté. Je me suis mis. Mais dans la question, on peut quand même se prendre la parenthèse qui mérite d'être prise dans un débat sur le Tech for Good, de se dire comment est-ce qu'on arrive à réconcilier cette explosion du numérique avec nos grandes ambitions pour la planète et pour le climat, etc. Il y a quand même un certain nombre. Et d'ailleurs, alors là-dessus, mes étudiants, ils sont parfaits. Hein, ils n'arrêtent pas de le dire. Et puis tu leur dis, et toi, le streaming, le machin, le truc. En fait, oui, non, c'est les autres qui doivent faire. Donc, en réalité, là aussi, c'est typiquement un sujet sur lequel, que ce soit les data centers et ce qu'on met dessus, que ce soit tout ça, la question, à un moment donné, va quand même être de dire comment est-ce que je pense ça au-delà de tout ce qui est possible? Comment est-ce que j'y mets moi aussi comment je mets de la pensée? Mais il y en a deux qui veulent répondre. Non, mais je pense que c'est intéressant. Pour moi, le vrai sujet pour moi autour de l'explosion des écrans, c'est les écrans et pas la data. Évidemment qu'il y a des gros data centers, évidemment que c'est un gros problème. Je nous fais confiance aux gens sérieux en Californie et compétents qui bossent dessus pour résoudre à un moment donné le sujet de l'empreinte. Moi, le sujet, c'est l'écran. Parce que si on parle d'intime, de sensation, de sensitivité, etc., les écrans, c'est quand même le sujet qui nous en éloigne. Donc moi, plus que le côté consommation de data de streaming, c'est plus, il y a des jeunes qui, j'en fais partie aussi, ont un rapport à l'écran qui est complètement addictif. Et ça, l'écran, à un moment, ça tue l'imagination, ça tue le regard critique, et puis ça tue l'intime. Donc après, je pense que là, il y a un enjeu qui me paraît un peu plus important que simplement de dire qu'il y a une empreinte numérique. Voilà, en priorisation, je dirais qu'il y a un rapport à l'écran sur lequel il faut se faire une opinion. Et qui est un enjeu, quand on revient à ton premier exemple, et qui est un enjeu pour moi majeur en matière de formation. Je crois que le digital et la tech va permettre de faire des choses incroyables en termes de formation, va permettre de donner de l'accessibilité, de la personnalisation, de l'adaptation des parcours, etc. Mais s'il n'y a pas une réelle place de l'interaction humaine
vraiment entre le mentor, entre l'apprenant et le mentor, entre cette relation qui donne envie, qui fait, je veux dire, ça ne marche pas par un écran et par le digital. Donc, il va falloir trouver aussi ce juste équilibre. Et aujourd'hui, quand on parle de ça dans le Tech for Good, il y a évidemment toute la problématique des NEET, de comment est-ce qu'on va amener tous ces décrocheurs à la formation, à l'emploi. Comment on va réussir ça, parce que c'est un enjeu, alors en France, qui est déjà absolument majeur, qui a été encore intensifié. Comment on le fait, alors que effectivement, par l'écran, on peut faire plein de choses, parce qu'ils ont des usages, il y a la gamification, il y a plein de choses qu'on peut faire, et en même temps, le déclencheur fondamental et l'accompagnement dans la durée ne se fera que par l'humain. Et cet équilibre-là, pour moi, va être un enjeu majeur. Quand on dit Tech for Good, cet équilibre, il faut surtout pas renier. Le digital va transformer la formation et l'éducation. Elle va, je l'espère, révolutionner complètement le système existant. Mais surtout, n'allons pas trop loin et n'oublions pas cette part de trip et d'humain et d'émotion et qui font qu'on a trip et la tech. Ouais. J'ai entendu ça tout à l'heure. J'aimerais juste partager un constat sur la data avec ma casquette un peu d'administratrice indépendante et de regarder un peu ce qui se passe dans différentes entreprises. C'est qu'en fait, c'est quand même assez consternant. On collecte tout un tas de trucs, on enrichit des bases de données et on ne se sert en moyenne que de 10 voire 15% de la data qu'on a collectée. Donc, tout ce qu'on a stocké, etc., finalement, ça sert à rien. Et puis, souvent, la data, elle a tendance, sauf dans les entreprises très responsables qui ont compris le truc, et il y en a beaucoup, heureusement, elle a tendance à rester en haut. Donc, la data, c'est le pouvoir dans l'entreprise. Donc, il y a quelqu'un qui a accès à tout. Et si la data, elle n'est pas intégrée au métier, en fait, on ne développe pas le business. Bah oui. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, je trouve que on collecte beaucoup trop pour finalement pas se servir de ce qu'on collecte. Et puis, hashtag RGPD, CNIL en parallèle, on se soulagerait sans doute de faire autrement. Collectons utile. C'est ça que je me Absolument. en tout cas. Alors, ce meet-up enregistré en direct touche maintenant à sa fin. Je vais demander quand même à chacun de nos invités de nous donner son mot de la fin avant de nous séparer. Faites assez court, hein. On vous dit sur 20 secondes chacun. Antoine, ton mot de la fin. Allez, merci, gratitude. De On rien, est vivant, merci. on est dans le moment présent, on parle de choses intéressantes, donc merci. Et puis merci aussi à ceux avec qui on a pu échanger. Ok, mais merci à toi. Angélique. Bien, merci. Ouais. Merci pour ce joli partage avec tous et toutes. Et puis, moi, je vais regarder les baleines via satellite, c'est ça. Je vais vous envoyer des liens. Il n'y a pas que sur l'appli. Hein. Et si tu avais envie de donner à ceux qui nous regardent un mot de la fin, au-delà de dire merci, si tu permets un mot de la fin en disant pensez à faire ça, tu dirais quoi? En fait, je dirais pas penser à faire ça, mais je trouve que la vie est belle, elle mérite d'être vécue, c'est important d'être heureux. Et et donc de poursuivre un peu cette quête, ça a l'air un peu sectaire mon truc, cette quête du bonheur, parce que quand on est heureux, on est mieux, c'est bien connu. C'est pas mal ça. Et donc voilà, d'être heureux. Super. Anne, qu'est-ce que tu as envie de donner à nos invités qui sont là? Moi, j'ai envie de dire, j'y crois. Ouais. En fait, je crois qu'on peut profondément changer le monde et que ceux qui arrivent vont profondément changer. Et nous, il ne faut pas qu'on soit les vieux cons. Il faut qu'on change avec eux. La parole à un vieux. On va donner la parole à Nicolas. Je te laisse pas faire, Nicolas. Qu'est-ce que tu as envie? Hier, on a enregistré un podcast et au début, il m'a traité de gros con et après, on a redéroulé pour se rendre compte que c'était un peu mieux au final. Non, mais ça s'appelle, mais c'était un super podcast. Je ne me rappelle pas du nom, donc là, je viens de vous faire perdre 30 secondes. Moi, je vais vous dire ce que je ressens et qui n'est pas un truc que je me suis dit la veille en me demandant ce que j'allais dire ici. Ouais. C'est au contact de ce qu'on s'est dit. Ouais. En fait, ce qui est plutôt un truc plein d'espoir parce qu'on ne veut pas essayer de passer pour des radicaux à l'envers des systèmes et des technologies. Mais quand on parle de la data, quel pourcentage de data est connecté très intimement à notre ressenti intime et essentiel qu'on défendrait contre tout? Qu'est-ce qui fait partie d'une culture finalement indirecte qu'on a appris à intégrer comme une partie de soi en consommant, et qu'est-ce que intimement on revendiquerait comme proche de soi? Et réinvestir ce truc ultra simple de la question de l'écoute. On l'a dit au début, on se l'a un peu tous dit. Qu'est-ce que faire un produit en demandant à 3 personnes
pas avec un principe de panel, je te fais goûter des gâteaux une après-midi, il y a des logos de ma marque partout et tu me dis ce que tu veux. Dis-moi vraiment, très simplement, ce que tu voudrais quand on fait un produit comme celui-là. Et après, garder la personne 1 an à côté de soi dans le bureau, dans une relation très directe, et regarder à chaque fois qu'elle est un peu dérangée par quelque chose qu'on aurait fait qui ne serait pas conforme à ce deal de départ. Et voilà, c'est vraiment très bienveillant comme d'habitude, mais nous, on a déverrouillé la mécanique. Normalement, c'est un peu rigide. On fait une réunion, on a une stratégie. Nous, on a laissé le système, jour après jour, retrouver son point d'équilibre qu'on ne peut pas trouver dans une salle de réunion. Et quand on lâche prise comme ça, l'intelligence collective, elle a une capacité à trouver des chemins qu'individuellement, on ne trouve pas forcément. C'est un peu ce que tu disais, Anne, en citant l'exemple de OnePoint. En fait, il y a un peu de lâcher prise, c'est ça? On va laisser les gens s'organiser, ça? Oui, mais tu sais, de manière amusante, mes étudiants, quand ils commencent chez OnePoint, ils ont peur, ils disent on n'est pas habitué à cette liberté, donc on ne sait pas quoi en faire. Moi, le retour de mes étudiants, c'est on ne sait pas quoi faire de tellement de liberté. Donc, c'est intéressant de voir que finalement, c'est pas aussi simple. Mais qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est le mentorat, c'est l'humain, c'est le fait de dire à un moment donné, on est une communauté qui fonctionne. Oui, c'est un peu ça que je... Mais globalement, quand je dis j'y crois, c'est que je crois que toute cette intelligence, aujourd'hui, tout le monde a un objectif. Alors, c'est marrant parce que quand on a préparé, quand même, on s'était incarné des choses très précises, les 17 ODD, etc. C'est quand même notre sous-jacent et c'est notre grille de lecture. En fait, je pense qu'elle est incarnée par la génération qui arrive et qui nous bouscule. Nous, on l'a formalisé, on a fait ce truc-là, on en parle comme quelque chose qui est une grille de lecture, et eux, ils la vivent, ils l'incarnent et ils nous poussent, et donc, ils seront le changement. Alors, Antoine, tu nous avais dit merci, je te laisse quand même un peu la parole. Ton mot de la fin. Non, moi je suis amoureux de ce que tu dis. Parce que pour moi, ça tu parles à Anne ou à Nicolas? Aux deux. Pour moi, c'est à partir du moment où tu dis t'es en gratitude, et puis c'est de lâcher prise. En fait, c'est tellement mieux quand on lâche prise et qu'on n'essaye pas de tout contrôler et que les choses émergent. Voilà. Donc moi, merci et lâcher prise. Moi, je suis très heureux. Et donc j'ai pris ça. Et il y a plein de trucs que j'ai pris. Donc vraiment, le merci était pas un merci poli, formel. C'était vraiment un vrai merci, quoi. C'est bien, ça fait un message. Un vrai merci. Allez, Angélique. Allez, je rebondis par rapport à ce que tu disais, par rapport à tes étudiants un peu perdus qui finalement avaient besoin d'un cadre. C'est dans nos entreprises, c'est toute la différence entre l'entreprise libérée et l'entreprise libérante. Et donc, l'entreprise libérée, Anne, tu vas décider de ton salaire. Nicolas, tu vas décider où tu mets ton bureau et puis combien de fois tu viens, et puis ainsi de suite. Et puis, Antoine, tu vas pas respecter le budget. D'ailleurs, ça sert à rien parce qu'on a viré le DAF. Donc, on réduit les strates hiérarchiques. Donc, il y a quand même des entreprises qui sont passées par là. C'est assez, ça laisse des morts quand même au bord de la route. C'est quand même assez dur. Et l'entreprise libérante, oui, c'est celle effectivement qui est là pour écouter dans une empathie sincère, pas naïve, mais sincère, et qui dresse un cadre, une vision, et qui, à l'intérieur de ce cadre, laisse les gens s'épanouir, s'exprimer pour réussir, parce qu'on est là pour que nos collaborateurs et collaboratrices, tes étudiants, réussissent. Donc, c'est ça qui est sympa. C'est très sympa. 1000 merci à tous les 4. J'ai passé un super moment. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut féliciter Franck pour le jeu de mots quand même? Parce que la tech et trip. C'est Anne qui l'a sorti. Je pensais que c'était Franck. C'est Anne qui l'a sorti. Non, pour moi, c'est Franck sur l'écran. Non, mais Anne l'a sorti. D'accord. Tech et trip, c'est génial. C'est très bon. C'est tech et trip. Il y a du jeu de mots, il y a de l'humour, il y a de la vérité, c'est magnifique. Donc, vraiment, pour moi, c'est la punchline. C'est une punchline. Si on pouvait collectivement. Et la tech, c'est pas du talk. Moi aussi, j'aime bien ça là. C'est pas du talk. On va faire un truc, on va peut-être faire une charade. Moi, je vous aime beaucoup tous. Voilà. Immense merci à tous les 4. Immense merci d'avoir participé à cette première rencontre, à ce premier meet-up des Changemakers organisé par freelance.com. Immense merci aussi à vous tous qui avez participé derrière écran interposé avec vos commentaires, vos questions. Vous pourrez retrouver nos échanges en écoutant le podcast du Meetup des Changemakers. Il est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast et toutes les autres bonnes plateformes d'audio à la demande et comme disent nos amis québécois, de balado-diffusion. Voilà, de balado-diffusion. On se retrouve très vite pour un prochain Meetup des Changemakers. Donc, pour ne rien rater, abonnez-vous sur les comptes LinkedIn, Facebook et Twitter de freelance.com. On se retrouve à très, très bientôt. Générique. Merci à vous tous. Portez-vous bien. Soyez heureux. Ne lâchez rien. Ciao.